Bonsoir à tous. Sous nos contrées, la période de fin d'année est souvent synonyme de bonbons et de fêtes à répétition. Mais gare aux conséquences pour la santé. C'est aussi une période difficile à vivre psychologiquement pour certaines personnes. Alors ce soir, avec nos invités, on ausculte corps et esprit pour vous aider à passer ce cap. Voilà, des invités qui entrent sur notre plateau et que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Philippe Van de Born. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue à l'hôpital universitaire de Bruxelles. C'est l'hôpital donc qui rassemble Erasme, Bordet et l'hôpital des enfants. Bonsoir, Daniel French. Vous êtes psychiatre aussi à l'hôpital universitaire de Bruxelles. Alors, première question pour vous, Daniel French. J'ai appris l'existence d'un nouveau terme, c'est natalophobe. C'est un terme qui désigne la phobie de la période de Noël pour certains. Alors vous le constatez, vous, c'est vraiment une période compliquée psychologiquement? Oui, absolument, pour plein de raisons que nous aborderons ce soir, mais notamment parce qu'il y a une énorme pression sociétale de absolument s'amuser, de absolument passer un bon moment, notamment en ces fins d'année. Et certaines personnes ne se sentent pas dans l'esprit de cette fête. Ouais, on vous en parle souvent de cette période quand vous recevez vos patients? Oui, je me rends bien compte que donc, à mes consultations, je dirais le mois précédent, le mois de décembre, il y a déjà des patients et des patientes qui commencent d'entrée de jeu la consultation en disant « Ah, vivement que cette période s'arrête ». Ouais. Et Monsieur Van de Born, est-ce que vous, en cardiologie, est-ce que vos patients vous disent aussi attention, c'est la période de Noël, est-ce que je dois prendre des précautions ou alors ça arrive moins sur le tapis? Ça arrive moins souvent, c'est plutôt moi qui leur dis écoutez, faites attention quand même, vous n'êtes pas obligé non plus de manger de grandes quantités de choses potentiellement toxiques. Ouais. Et pour vous, c'est une période pendant laquelle il faut être particulièrement attentif, vous pensez? Non, je pense qu'il faut être raisonnable, donc on en discutera, c'est-à-dire qu'il faut s'amuser, ça je pense que c'est très important, on en parlera pour les aspects psychologiques et la bonne santé mentale, mais il faut pouvoir raison garder et éviter certains pièges. Ouais. Qui nous attendent. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les agapes, elles commencent parfois bien avant Noël et le Nouvel An, déjà à la fin du mois de novembre, avec les marchés de Noël, et puis il y a les repas d'entreprise en fin d'année. Mais regardez, au marché de Noël, il y a moyen de se régaler et parfois de manger un peu trop, vous allez le voir dans cet extrait de reportage. Croustillons ou gaufres, ces douceurs font partie des essentiels des plaisirs d'hiver. Depuis plus de 20 ans, Fabienne ravit les papilles des visiteurs et cette année, la saison commence bien. Il a très bien démarré parce que nous avons eu le soleil. Plusieurs millions de personnes sont attendues pour l'occasion et les gourmands sont déjà au rendez-vous. J'ai pu goûter un chocolat noir, praline, blanc et caramel. J'aime bien en général les marchés de Noël et j'aime bien parce qu'il y a souvent un peu des petits restaurants qui viennent ou des choses artisanales. Pour ce premier week-end d'ouverture, la 24e édition est déjà approuvée par les amateurs. J'adore le marché de Noël. Voilà, donc on adore le marché de Noël et on adore manger pendant cette période-là. Alors vous le dites, on peut faire des excès, mais il faut faire attention quand même. Ce que je dirais, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau par rapport aux aliments qu'on a vus. Et donc certaines personnes, certains patients qui sont plus fragiles vont être très sensibles aux apports sodés, aux apports de graisse et éventuellement d'alcool. Et quand on est fragile par rapport à ça, il faut pouvoir se limiter un maximum. Oui, alors se limiter, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire manger peut-être à sa faim et pas dépasser les quantités habituelles. Si on doit malheureusement respecter un régime sans sel, ça reste valable aussi à la fin d'année. Et même chose aussi pour la quantité de liquide qu'on est autorisé à boire, si on est insuffisant cardiaque. Par exemple, on ne dit pas plus d'1 litre par jour. Eh bien, c'est tout ensemble et c'est valable aussi le 31 décembre. Oui, alors c'est une période aussi où il y a des malades qui s'ignorent, qui finalement, des maladies qui se déclarent, ou en tout cas des risques accrus pour ces malades qui s'ignorent. Il y a des études qui montrent qu'il y a plus d'événements cardiovasculaires qui surviennent durant la période entre Noël et Nouvel An.
probablement parce que ces différents excès peuvent aussi déstabiliser une plaque d'athérome, etc. Donc je crois qu'il faut participer à la fête, mais essayer d'y participer de la manière la plus saine possible. Mais alors pour ceux qui vivent cette période avec difficulté, vous parlez de pression à un certain moment. Est-ce qu'il faut participer à la fête? Comment vous abordez les choses, vous? J'encourage les personnes d'abord à freiner un petit peu leurs attentes vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres. Et je les encourage à ne pas mettre la pression sur les autres non plus. Et surtout de s'arrêter et de prendre un moment pour réfléchir à comment ils ont envie d'être traversés par cette période des fêtes. Parce qu'on n'a pas le choix, qu'on aime ou pas les fêtes de fin d'année. Elles arrivent et c'est une réalité pour le monde qui nous entoure. Et donc je leur demande toujours de s'arrêter un instant, de réfléchir à comment ils se sentent dans l'instant présent et d'essayer de se projeter dans ces périodes de fête pour les encourager à se demander vraiment réfléchir de quelle façon ils veulent les passer, éventuellement les organiser et surtout d'interroger leurs proches quand ils en ont sur chacun et chacune comment ils veulent les traverser aussi. De se mettre un peu d'accord, de ritualiser et de préparer ça au mieux pour que ce soit le moins de pression possible. Oui, alors justement, vous dites qu'il y a presque une obligation de s'amuser à cette période-ci. Vous dites non, il n'y a pas d'obligation. Faites ce que vous ressentez ou ce que vous sentez le plus. Oui, alors avec le juste milieu à trouver entre le retrait social chez des personnes qui seraient éventuellement déjà déprimées ou en dépression. Il y a le piège de la dépression qui pousse les personnes à se retirer. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans cet extrême-là. Il y a un juste équilibre. Et donc, peut-être se mobiliser suffisamment, mais sans afficher une performance absolument. On peut venir de façon authentique. Et si on se sent mal, ne pas hésiter à dire je ne suis pas très en forme aujourd'hui. Il n'y a pas de pression de performance à maintenir. Je pense, mais l'homme est un animal social et donc il ne faut pas non plus passer toute sa vie en retrait social parce que ça a d'autres conséquences sur la santé mentale. Oui, et en même temps, pendant cette période-ci, vous diriez attention, danger par rapport à cette fragilité psychologique. Elle est plus importante dans des périodes comme celle-ci, en plus des périodes où il y a assez peu de lumière? Oui, absolument. Donc il y a des raisons médicales, des raisons physiques et médicales, donc le manque de lumière naturelle qui joue sur la vitamine D notamment, et aussi le métabolisme de la sérotonine, qui est l'un des neurotransmetteurs importants dans la dépression et les troubles anxieux. Donc on observe qu'avec le manque de lumière, le froid, il y a des rythmes circadiens et des rythmes hormonaux qui sont perturbés, et donc les personnes peuvent souffrir médicalement de ce côté-là. Sur le plan psychologique, parfois on a tendance à se mettre beaucoup de pression, la pression des retrouvailles, et sur le plan social, il y a des familles bienveillantes, il y a des familles bienveillantes et maladroites. Alors le bébé, alors les études, alors le blocus, comment ça se passe? On peut sincèrement, avec bienveillance, poser ce genre de questions qui tombent parfois maladroitement dans l'oreille des personnes. Et puis, malheureusement, il existe des familles toxiques que parfois on se force un peu à retrouver et avec appréhension. Ouais, et pour ces personnes-là, pour ces familles, pour ces gens qui craignent finalement la pression ou les remarques d'une famille toxique, est-ce que vous conseillez plutôt de ne pas y aller finalement, de se protéger totalement, ou alors d'y aller mais en prenant certaines attitudes? Alors dans ma lecture des comportements humains, ce que j'encourage généralement, c'est d'éviter l'évitement et la fuite. Je pense que l'évitement et la fuite sont parfois des solutions de sauvetage, mais ça ne permet pas de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc moi, je suis plutôt d'avis d'encourager les personnes à leur rythme, d'être plutôt dans de l'acceptation. Et donc s'ils savent qu'il va y avoir des difficultés, de faire le point avec eux-mêmes pour savoir lesquelles elles seront, et avec le plus de bienveillance, mais d'authenticité possible, de dire éventuellement aux personnes dont elles craignent certains comportements ou certaines questions, de pouvoir doucement et avec bienveillance aborder ces questions en disant j'aimerais éviter ces difficultés-là, ça c'est difficile pour moi. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais je trouve que le prix... Et donc il faut faire une liste aussi des aliments tabous selon vous. Oui. Parce qu'on parlait de pression psychologique, on pourrait aussi parler de pression pour
manger, tu te serviras une assiette, Exactement. tu ne manges rien, tu ne manges pas, etc. En fait, c'est un moment qui, pour pas mal de nos patients, est stressant, alors que ça devrait être de la détente. Et effectivement, tout ce qui est autour pour faire un menu, un plat magnifique, le plus complet possible, etc., fait qu'il y a une pression aussi à devoir le consommer. Il y a différents vins qui arrivent, du champagne, etc. Et peut-être que la personne n'a pas envie de prendre un verre de champagne. Mais de nos jours, dans certaines circonstances, c'est dire enfin non, tu dois participer, c'est pas possible, etc. Et donc il faut pouvoir résister à ça, quitte à sortir éventuellement l'argument médical qui à ce moment-là fait bon ton, dit mon médecin me l'interdit. Oui, mais je parlais d'ausculter son corps ou d'être à l'écoute de son corps quand on est finalement dans un repas de famille ou ailleurs où il y a énormément de choses que l'on peut avoir à volonté. Comment écouter son corps? À quoi il faut être attentif en fait? Écoutez, je crois qu'il faut... On sait que l'alcool en grande quantité favorise une série d'anomalies qui sont, bien sûr, il y a les problèmes d'ébriété, les troubles de la marche et des choses comme ça, mais aussi le cœur s'accélère. Donc on peut sentir que le cœur bat plus vite, parfois de manière irrégulière. Par exemple, ça, c'est pas une bonne idée. À ce moment-là, il faut pouvoir s'arrêter. Mais généralement, je crois que c'est mieux de s'arrêter déjà avant de sentir ce genre de choses. Pour beaucoup de patients, en fait, les apports en sel et les apports hydriques vont en fait décompenser une insuffisance cardiaque, donc on devient plus essoufflé aussi. Ça, c'est un signe, mais qui souvent va mettre quelques jours à se mettre en œuvre. Et alors, il y a aussi les gains pondéraux, etc. Mais tout ça, c'est plus sur quelques jours, finalement, que ça va se passer. Oui, et en même temps, ce sont des signes qui apparaissent à cette occasion, ou alors il y a déjà eu avant quelques alertes ou des choses auxquelles on n'a pas été attentif? Je crois qu'il faut être surtout vigilant pour les patients qui sont les plus fragiles. Donc moi, je dirais, les patients insuffisants cardiaques, dont la fonction cardiaque est altérée, ceux-là, ils doivent faire attention à ne pas faire d'excès. Je pense qu'il y a des patients qui font des arythmies cardiaques, dont la fibrillation auriculaire. Aussi, là, il faut rester quand même très modéré. Les hypertendus, ça concerne presque quand même un adulte sur 4. Il ne faut pas manger trop de sel, ça va décompenser l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est, je pense, les symptômes principaux. Peut-être aussi les patients qui ont des pontages coronaires ou des lésions coronaires établies, éviter les aliments gras. Donc ça, voilà. Et alors les autres, rester dans la modération, dans la mesure du possible. Oui, alors si on a le moral à plat, parfois on conseille finalement des bains de lumière, hein, c'est ce qu'on entend parfois, et c'est parfois aussi l'occasion d'aller voir ces illuminations qui peuvent mettre du baume au cœur. En tout cas, on est servi pour l'instant dans le centre de Bruxelles. Je vous propose de voir ce reportage et on parlera juste après des bienfaits de la lumière. Bienvenue au spectacle interactif où vous pouvez participer. Des lumières qui suivent les pas des passants sur la place du jeu de balle. C'est la nouveauté de cette année, un spectacle interactif qui surprend. Une technologie qui fonctionne avec des caméras et des lumières qui alternent différentes scénographies, comme ici ces racines minimalistes. C'est intéressant, c'est ludique et du coup ça donne envie. À quelques kilomètres de là, des illuminations plus classiques, avec l'emblématique sapin de la Grand Place, un peu plus petit que l'année dernière, mais dont les décorations fascinent toujours. Ça change chaque année, les thèmes changent et c'est ça qui est aussi agréable de revenir grâce au changement, mais aussi l'ambiance festive qui y règne, donc très sympa en tout cas. Il est moins grand mais il est plus fourni. D'habitude il est un peu plus grand mais il est moins fourni, donc c'est plus beau que d'habitude. D'habitude il est plus beau que d'habitude, hein. Ah oui, et ces lumières sont magnifiques. Les lumières du sapin, mais aussi celles projetées sur les bâtiments. Un son et lumière de 5 minutes qui permet aux touristes de découvrir la Grand Place autrement. Cette place est très belle, les couleurs sont jolies, on apprécie tout. Voilà, on le recommanderait bien à tous les Français de venir là à cette période. C'est un très beau spectacle, on est arrivé, on a juste vu que ça commençait, donc les enfants ont sorti leurs téléphones et ont fait plein de vidéos et je pense que ça leur a bien plu. Au total, 170 artères de la capitale sont illuminées pour les fêtes, soit un réseau lumineux de 22 km. La plupart des installations seront visibles jusqu'au début du mois de janvier. Alors, Dr French, on parlait de ce bienfait de la lumière. Est-ce que ça peut être finalement quelque chose qui fait du bien d'aller se balader et d'aller voir toutes ces illuminations à cette période ? Oui, absolument, notamment en bonne compagnie, mais ça fait généralement du bien, effectivement, d'observer de la lumière et aussi des couleurs.
parce qu'on parle souvent de la lumière, mais peu des couleurs. Et on voit que ce qui se passe à la Grand Place en ce moment est très coloré, avec des couleurs vives. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que l'impact des couleurs est très important, jusque dans la salle d'attente, où il y a des études qui ont mesuré qu'une salle d'attente avec des murs bleus apaisera beaucoup plus les patients et les patientes qu'un mur rouge criant. Oui, alors vous parlez beaucoup de s'entourer. Pour les personnes qui sont vraiment seules et qui ont des difficultés à s'entourer, est-ce qu'il faut absolument trouver une compagnie si possible, ou alors simplement accepter sa solitude en cette période? À nouveau, et comme d'habitude dans mon métier, ça dépend vraiment des demandes et des besoins de chacun. Et donc il n'y a pas de règle générale. J'aimerais bien avoir les personnes dont vous parlez en face de moi pour leur poser la question de façon ouverte. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, ben voilà, si on est seul, un bain de foule comme celui qu'on peut avoir au plaisir d'hiver ou autour de la Grand Place, ça peut permettre de se sentir entouré. Vous en pensez quoi de ça? À nouveau, il y a des personnes pour qui ce serait absolument insupportable. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Il y a des personnes qui rechargent leur batterie une fois qu'ils sont seuls. Donc c'est important d'avoir des moments de solitude pour eux. Et d'autres qui rechargent leur batterie au contact d'autrui. Mais à nouveau, comme je disais, je pense nous sommes un animal social et je crois qu'un autre auteur disait que le bonheur n'était vrai que partagé. Et donc même si on peut avoir beaucoup de plaisir à s'isoler, à partir traverser l'Atlantique seul ou quoi, je pense que même pour ces personnes d'allure un peu ermite, c'est important pour elles d'avoir à un moment donné quelqu'un à qui transmettre un bout de leur aventure. Alors on parle des excès pendant une période de l'année, mais on a bien compris qu'il fallait faire attention tout le reste de l'année. Est-ce que vous avez l'impression que ces réflexes de prudence dans votre métier, ils sont pris en compte ou pas aujourd'hui ? Mais on aimerait qu'ils soient pris plus en compte, je dirais, parce que quand on voit l'évolution des facteurs de risque cardiovasculaire dans notre pays, mais aussi dans les autres pays qui nous entourent, on a quand même de plus en plus de patients qui ont un excès pondéral. Et derrière ça, il y a du diabète aussi, etc. Donc c'est vrai qu'ici, on parle d'une modération raisonnable pendant une période relativement restreinte. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de mettre en œuvre de manière plus continue, et notamment grâce aux émissions que vous faites, et tout ce qu'on peut faire comme éducation pour essayer de faire en sorte qu'on ait un comportement plus, je dirais, plus enclin vers la bonne santé. Ouais, et donc les principes d'éducation que vous appelez de vos voeux, ce sont les mêmes le reste de l'année que pendant la période des fêtes, ou ils sont différents? Écoutez, je crois que je risque d'en décevoir beaucoup en disant que le premier verre de vin est toxique. Donc que la protection cardiaque qu'on conférait au vin rouge par une série de choses un peu mystiques, bien tout ça est fort battu en brèche de nos jours. Et donc, effectivement, la consommation d'alcool, elle n'est pas interdite. Évidemment, il faut le savoir que quand on boit un peu de vin, on ne fait pas du bien à son corps. Oui, mais les risques, vous dites finalement, quand on voit les risques dans notre pays, est-ce que c'est lié aux habitudes de consommation des gens ou simplement au fait que la population vieillit et forcément les risques sont plus élevés? Voilà, il y a deux éléments. Donc, comme je le dis parfois au cours, ce qui est quand même fantastique, c'est que l'âge entraîne beaucoup de facteurs de risque avec lui. Et malgré le fait que notre population est vieillissante, donc elle a de plus en plus de facteurs de risque cardiovasculaires, on arrive à prolonger l'espérance de vie. Donc ça vous montre bien que les thérapies sont efficaces. Mais au-delà de ça, ce qui est encore beaucoup plus efficace, c'est la prévention. De nos jours, la sédentarité augmente parce que le temps écran explose. Donc, quand on ne se dépense pas, on prend du poids, on devient insulino-résistant, diabète, machin, etc., hypertension. Voilà, et c'est un phénomène de société. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai chez nous, c'est vrai dans la plupart des pays. Mais une prise de conscience, comme le mois où on ne boit que de l'eau, là, vous savez, c'est peut-être des petites choses qui peuvent quand même aider. On pourrait faire le mois, je dirais, sans graisse saturée, par exemple. Oui, vous êtes preneur de ce type, parce que finalement, on entend parfois dire si c'est pour se priver d'alcool pendant un mois et d'exagérer le reste de l'année. Est-ce que c'est utile, ce genre d'opération? Ça permet vraiment une prise de conscience? Il y a deux types de patients, je dirais. Il y a les patients qui s'intoxiquent effectivement toute l'année et qui, pendant un mois, essayent de faire un wash-out. Donc ça, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Néanmoins, je pense que ce genre d'action sensibilise quand même à une problématique. Et il paraît, quand je lis les nouvelles,
qu'il y a de moins en moins de consommation de vin rouge notamment. Donc je crois que c'est quelque chose qui change au niveau des plus jeunes. Peut-être les attitudes sont en train de se modifier. Je crois que c'est une manière, parmi beaucoup d'autres, d'essayer d'avancer. Oui, alors Daniel French, on avait parlé après le Covid d'une explosion des problèmes de santé mentale. On est presque au 5e anniversaire aujourd'hui. Vous diriez quoi de la situation en général par rapport à l'importance de ces troubles mentaux ? Alors de ce que j'ai lu, discuté, vécu, j'ai l'impression que c'est surtout la santé mentale des plus jeunes, enfants, adolescents, qui a vraiment explosé avec des services de pédopsychiatrie débordés. J'ai l'impression qu'en psychiatrie adulte, on était déjà débordé avant. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant le Covid, se sentaient plus calmes, parce qu'on devait moins honorer de rendez-vous, de tâches ou quoi. Mais le déconfinement a souvent été mal vécu, parce qu'alors une forme de réalité revenait, on avait perdu nos repères. À 5 ans, on parle du Covid comme quelque chose d'un peu lointain. D'ailleurs, souvent les personnes ne savent plus trop combien d'années ça fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Moi, je fais un métier où je vois des gens le plus souvent en souffrance, mais j'ai l'impression que même avant le Covid, il y avait le même flux de personnes. Ce que je dirais peut-être, c'est que les services d'urgence sont bien plus débordés qu'avant, et aussi avec des passages à l'acte plus violents, plus rapidement, avec moins de tolérance. Et moins de places d'hospitalisation disponibles, ce qui fait qu'on a parfois des décisions à prendre difficiles dans nos services. Oui, et pour la santé vasculaire, vous diriez quoi 5 ans après le Covid ? Écoutez, déjà pendant la période Covid, il y avait quelque chose de très particulier qui était que l'incidence des infarctus diminuait. Puis en analysant ça plus précisément, on a vu que c'était la peur de l'hôpital qui faisait que les patients ne s'y présentaient pas. Et donc il y avait beaucoup plus d'événements très graves qui ne se présentaient pas à l'hôpital. Je pense que depuis lors, ça n'a pas tellement changé, je pense. Je pense me souvenir que pendant la période Covid, il faisait relativement beau, donc il y avait du soleil, etc. Les gens se promenaient assez bien malgré tout, ils s'isolaient les uns des autres. Donc, point de vue activité physique, il restait quelque chose. Et je pense que dans l'ensemble, les gens étaient quand même moins stressés, je pense, sauf ceux qui étaient à l'hôpital, c'était autre chose, évidemment. Et aujourd'hui, pour votre service... le docteur French parlait de services débordés. Vous diriez quoi, vous ? Écoutez, nos patients sont de plus en plus âgés, de plus en plus fragiles, de plus en plus polypathologiques. Et c'est vrai que les soins sont de plus en plus complexes. Ça, c'est clair. Et qu'il y a un besoin, une demande énorme et qu'on a difficile à satisfaire. Alors, dernière question, dernière salve de questions. On parle souvent, on entend souvent « Ah, mais c'est pas grave, je vais faire des excès, mais tout de suite après, je ferai un décrassage, de bon jogging pendant plusieurs jours. » Vous en pensez quoi de ça ? Alors, pour le décrassage, ça ne marche pas. En fait, les quantités de cholestérol qui se déposent dans les artères sont une intégrale du taux de cholestérol qu'on a pendant sa vie. Donc chaque excès, je suis désolé, se dépose dans la banque des artères et ne peut plus en repartir. Et par ailleurs, avoir une activité physique intense alors qu'on n'en a plus du tout, c'est potentiellement dangereux aussi. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut remettre en route petit à petit. Et peut-être si on a 50, 60 ans, qu'on n'a plus rien fait et que demain on veut faire les 20 km de Bruxelles, un petit bilan avant, ça ferait du bien. Mais le décrassage du 1er janvier au Bois de la Cambre, vous n'y croyez pas. Ouais. Et pour vous, on parle aussi de pratique du sport, finalement, qui peut être salvatrice. Votre opinion par rapport à ça ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'études récentes qui démontrent l'importance d'une activité physique sur la santé mentale. Un esprit sain dans un corps sain, c'est encore un vieil adage, mais qui se vérifie d'après les études. Et donc, oui, ça vaut le coup de pratiquer une activité physique. Je dis activité physique parce que sport fait souvent peur, mais déjà d'aller faire ses courses à pied plutôt qu'en voiture, même en marchant tranquillement, c'est déjà un mieux par rapport à un moindre. Et donc, il faut faire le plus petit incrément d'activité physique. Alors, dernière question, vous n'êtes pas natalophobe, vous allez fêter les fêtes de fin d'année ? Oui, tranquillement. Oui. Et vous Raisonnablement. Oui, c'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire, on peut prendre un verre de champagne, un verre de vin, voilà. Mais après ça, il faut s'arrêter. Et puis, quand on n'a plus faim,
C'est bien. Ça en suffit. tout cas, certains vous attendent au tournant, j'imagine, Ils que pourront- si vous faites le moindre excès, les remarques fusent. Ça va arriver. Voilà, merci en tout cas d'avoir été des nôtres ce soir. Eh bien, bonne fête en tout cas à vous, et vous aurez compris que ces fêtes seront faites avec modération. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Plus d'actu. Très bonne soirée à tous.